Oui, bonjour. D'abord, je m'excuse parce que je ne parle pas comme Voltaire. Le français n'est pas ma langue maternelle. Et j'essaierai de faire de mon moi. Et merci beaucoup pour l'invitation, pour l'hospitalité de l'ANSIP que je personnifie à Julia, à Raphaël, et que vous avez été très, très accueillant avec moi. Et ce livre, la démocratie de la connaissance, ou démocratie et société de la connaissance, est un livre que j'écris et à partir de la proposition suivante. Et la caractéristique essentielle d'une société de la connaissance et de l'innovation est à chercher dans le fait que les possibilités qui s'y offrent à elle sont toujours plus nombreuses. Il en découle une contingence accrue de la plupart des actions qui ont lieu au sein de cette société. Chaque fois qu'il s'agit de choisir, et nous venons d'entendre la nécessité qu'un bibliothécaire a de choisir, de faire des tris, cette nécessité chaque fois qu'il s'agit de choisir, de décider, de déléguer, d'anticiper, de prendre des décisions, les sphères des options, les sphères des livres, des documents, des connaissances, est généralement si grande que le résultat final n'échappe jamais complètement aux soupçons que certaines d'entre elles, certains livres par exemple, certains documents, certaines opinions, et bien que pertinents, n'ont pas été considérés. Les individus, aussi bien que les sociétés, se voient dans l'obligation de gérer cette explosion de possibilités sous des diverses formes. Excès d'information, pluralisme des opinions, exigence de légitimation contradictoire, multiplication des choix possibles, prolifération des risques, innovation aux conséquences imprévisibles, à tel point que la gestion intelligente de cet ensemble immense en vient à constituer leur principale occupation. J'ai l'hypothèse que vous, comme bibliothécaire, êtes toujours, tous les jours, confronté à cet dramatisme de faire des choix, parce que vous êtes dans un environnement d'excès de livres, d'excès de documents, d'excès de connaissances. Le défi le plus important des individus, des organisations et de la société dans son ensemble est de parvenir à gouverner de manière juste et intelligente un tel excès de possibilités. La surcharge de l'intelligence est une expérience anthropologique fondamentale. Une expérience, je saurais dire, bibliothécaire aussi, qui est à l'origine d'une grande partie de nos problèmes sociaux et politiques. Oui, je vais essayer de parler de tout ça à travers de ces listes de questions. D'abord, les paradoxes de la société de la connaissance. Et nous parlons de la société de la connaissance avec enthousiasme, parfois avec trop d'enthousiasme, sans avoir suffisamment conscience des problèmes qu'elle pose, d'exigences nouvelles qu'elle implique, des compétences nouvelles qu'elle exige des individus et des organisations. Nous nous sommes habitués à célébrer l'accès à l'information, comme s'il nous rendait automatiquement plus savants, et nous fermons les yeux sur une ignorance d'un genre nouveau à laquelle la complexité de l'information semble nous condamner. Nous disons que nous sommes dans une société de l'information ou de la connaissance, mais nous pourrions tout aussi bien dire le contraire. Vu les choses d'un certain point de vue, nous sommes dans une société de la désinformation et de la méconnaissance. Non pas dans un sens
qu'une organisation perverse nous tendrait des pièges et nous égarerait, mais en un sens à la fois plus complexe et plus banal. Notre ignorance dans la société de la connaissance est la conséquence des trois propriétés de la société contemporaine. Le caractère non immédiat de notre expérience du monde, ce que j'appelle un monde de secondement, la densité de l'information disponible et la présence des médiations techniques entre nous et la réalité. D'abord, un monde de secondement. Le problème fondamental qui pose la société de la connaissance peut être formulé ainsi. De manière très étonnante, elle nous rend tous un peu plus imbéciles. Le contraste entre ce que nous savons et ce que nous pouvons et devons savoir est si fort que mieux vaudrait parler d'une société de la méconnaissance. Max Weber, le sociologue allemand, constatait déjà que, je cite, « Le sauvage sait infiniment plus de choses que les civilisés des conditions économiques et sociales de sa propre existence. » Parce que sa propre existence était très, très simple. Oui, bien sûr. Nous en savons moins que les hommes et les femmes d'autres cultures qui connaissaient peu de choses, et moins que nous, mais qui ne pouvaient ni ne devaient rien connaître de plus. Ils disposaient d'un savoir de première main, immédiat et vérifiable, alors que nous jouissons de cet étrange privilège d'être entourés d'un ensemble de réalités qui sont connues d'autres personnes, qui sont théoriquement à notre portée, mais que nous ne connaissons pas par nous-mêmes. Dans une société complexe, il y a davantage de réalités, des instruments, des informations, des processus dont nous devons admettre la rationalité sans pouvoir la vérifier. Plus un système est complexe, plus il est nécessaire d'accepter sans comprendre ce que nous faisions tous les jours. Acceptons sans comprendre. Les connaissances scientifiques ont de moins en moins de rapports avec le monde de notre vie quotidienne. Les explications qu'ils fournissent ne sont pas compréhensibles par les sens communs. Nous vivons alors dans un monde de secondement qui a perdu son immédiateté et il ne peut en être autrement. Nous ne saurions que très peu de choses si notre savoir se réduisait à ce que nous savons par nous-mêmes. Nous utilisons en matière de connaissances d'innombrables prothèses, un livre est d'abord une prothèse. Ce que nous savons grâce à elle repose sur la confiance et la délégation. Presque tout ce que nous savons du monde, nous le savons par des intermédiaires. C'était des faits qui donnent une certaine crédibilité à la critique selon laquelle nous serions mal informés et manipulés, même si une telle critique n'est en fait qu'un rêve nostalgique, celui d'un retour à un monde définitivement perdu, qui oublie les avantages de la complexité. L'excès de l'information, qu'est-ce que ça veut dire? Au nombre des paradoxes irritants de notre monde, il faut compter cette ignorance propre à la société avancée, produite par un excès d'information. Les spécialisations et la fragmentation, vous les connaissez mieux que moi, et on a augmenté considérablement la quantité d'informations sans que cela s'accompagne d'un progrès
équivalent de notre compréhension du monde. Ne se laissant pas découper en secteurs distincts, le savoir exige une vision d'ensemble qui devient chaque jour plus difficile. C'est une autre expérience que vous savez quotidiennement. Comment est-il possible d'acquérir une vision d'ensemble à l'intérieur de ce monde de multiplication des objets, des connaissances qui est la bibliothèque. L'enchevêtrement des savoirs a souvent pour effet d'en rendre impossible ou difficile, très difficile, la synthèse. Nous savons que tout est lié à tout, et pourtant, nous ne savons rien de plus. L'information et la communication des masses informent donc bien, mais elles n'orientent pas. Paradoxalement, la rareté gît au cœur même de l'abondance. C'est une autre expérience que vous savez au sein des bibliothèques. Nous vivons dans un monde où l'information est surabondante, alors que notre capacité individuelle d'assimilation est très limitée. Dans la société de la connaissance, le danger réside dans l'excès. Le poète américain Donald Hall a raison lorsqu'il écrit que l'information est l'ennemi de l'intelligence. Ou, comme le dit excellemment Zweig, le problème est la confusion, non l'ignorance. Il y a une forme d'engorgement qui a son origine dans l'accumulation d'informations, au sein desquelles il est impossible de distinguer le signifiant de l'insignifiant. Voilà notre principal problème dans les sociétés contemporaines, qui n'est pas un problème de rareté d'informations, mais d'excès d'informations. Et comment la gérer? Que faisons-nous? C'est un exemple banal et quotidien. Que faisons-nous quand nous ne savons pas ce que nous devons faire? Nous accumulons des données, multiplions les arguments, acquérons de nouvelles compétences, nous nous donnons davantage de temps parce que nous savons quoi faire. En accumulant les informations dont le caractère instantané a pour effet de bloquer toute réflexion, nous tentons de nous libérer de ces tâches pénibles et difficiles. Penser. Nous vivons dans un environnement informatif peuplé de données brutes qui ne nous orientent pas, de stimuli en grand nombre qui prétendent être des informations, mais en face desquelles chacun de nous doit décider s'il les considère ou non comme telles, comme des vraies informations. Il n'y a pas d'information sans interprétation. Celui qui erre sans boussole dans les flux des données et prend pour information tout ce qu'il entend, ou lui n'est pas informé. Quatrième point, la servitude volontaire de l'usager. Tout c'est, et vous le comprenez bien, un peu provocateur. Je ne parle pas contre la société de la connaissance, mais je parle un peu contre la tendance à célébrer la société de l'information sans se rendre compte des inconvénients, des difficultés, des défis qu'il nous pose. Et tous les paradoxes de la société de la connaissance se résument en ces constants. Nous vivons dans une société qui est de jour en jour plus intelligente que chacun de nous. La société est plus intelligente que nous. Et c'est bon comme ça. Nous sommes entourés d'experts en lesquels nous devons avoir confiance. Des machines intelligentes dont nous ne comprenons pas les fonctionnements. Des nouvelles que nous ne pouvons pas vérifier par nous-mêmes. Dans un monde plein de médiation, le savoir prend par nous la forme d'une expérience indirecte.
la rumeur et l'état normal du savoir médiatique. À cet égard, le philosophe allemand Emmanuel Kant a formulé de manière abstraite une expérience concrète et quotidienne. Le moi ne peut pas accompagner toutes mes représentations. On ne peut pas, pour le dire de manière plus compréhensible, on ne peut pas passer sa vie à conduire des voitures et à écrire sur ordinateur sans savoir jamais jeter un coupe d'huile à l'intérieur. On ne le fait pas normalement. Et le simple acte par exemple, d'ouvrir le capot de notre voiture quand elle tombe en panne est un acte de souveraineté face à notre incompétence et qui témoigne d'une résistance atavique, surtout par les hommes, et à reconnaître ce que nous savions depuis le début. Il faut appeler au plus vite un expert. Personne ne peut mettre en ordre. Même les techniciens ne sont pas capables, tout simplement, ils remplacent des pièces, parce que personne a une relation directe avec la réalité. On pourrait en conclure que notre automobilité est en réalité une hétéromobilité. À l'ère de la microélectronique, nous sommes entourés de boîtes noires qui restent pour nous impénétrables. Chacun de nous connaît ce sentiment de désespoir qui naît face au langage incompréhensible des manuels d'utilisation de nos appareils domestiques. Personne, sauf les Suisses, je crois, lit les manuels d'utilisation avant d'utiliser un instrument. Je ne sais pas si vous êtes un peu suisse ici à Lyon, mais excusez-moi, c'est une blague. Parce que j'ai vécu en Suisse et je me souviens très, très bien de comment un Suisse achète un dispositif, lit les instructions et seulement après commence l'utilisation. Tandis que tout le reste du monde, je vois, commençons à utiliser les instruments et parfois lisons les manuels d'utilisation et normalement nous ne les lisons jamais. Et dans un tel monde, l'usage n'est plus ni souverain ni évident. C'est pour ça que j'appelle de la servitude volontaire. Et nous ne sommes pas souverains vis-à-vis des instruments. Nous nous soumettons à ce que nous ne comprenons pas afin de l'utiliser. Dans le monde contemporain, l'usage sans la compréhension gagne toujours plus de terrain. Et ça, c'est bon. À la division du travail propre à la société industrielle a succédé la division du savoir de la société de la connaissance. Et l'usager achète de la simplicité. Il ne veut rien savoir de la logique sous-jacente des processeurs et des programmes. Nous préférons rester à la surface accueillante de la fonctionnalité. C'est pour ça que nous achetons des Macs, des Apple, des instruments les plus évidents, les plus faciles, les plus instinctifs possibles. Nous acceptons de ne pas savoir ce qu'il y a dans la boîte noire, celle des voitures comme celle des ordinateurs. Nous pourrions aussi parler, juste un exemple pour en illustrer ces questions, nous pourrions aussi parler de fidéisme du client, qui nous est rappelé à chaque instant. Seul votre spécialiste peut se charger de cette opération. On nous rappelle souvent. Consultez votre pharmacien. C'est-à-dire, afin que nous ne nous errions pas et n'oublions pas notre condition de simple usagère.
vous êtes un simple usager. On nous rappelle souvent. Paradoxalement, cette acceptation de n'être que simple et usager s'accompagne d'un élargissement considérable de notre liberté. Grâce à la technique qui nous permet d'utiliser ce que nous ne comprenons pas, imaginez que nous pourrions utiliser que ce que nous comprenions parfaitement. Ça serait terrible. Grâce à la technique, nous sommes libérés de la tâche de penser et de décider à chaque instant. C'est magnifique. Seul un esprit nostalgique pourrait considérer que cette ignorance informée est totalement négative. Nous devons aux choses qui pensent pour nous des conquêtes auxquelles nous ne sommes pas disposés à renoncer. Pour le dire de manière un peu provocatrice, notre civilisation pourrait renoncer, si cela était nécessaire, aux individus intelligents, pas aux choses intelligentes. Les choses intelligentes sont, pour ainsi le dire, plus intéressantes, plus importantes que les personnes intelligentes. Si on peut les considérer comme des choses absolument distinguables. Le progrès de la civilisation n'a pas son impulsion dans le fait que les êtres humains pensent, mais dans ce que leur épargne la tâche de penser. Le progrès est dû à l'épargne de penser. Le philosophe américain Whitehead l'avait déjà dit. La civilisation avance en proportion du nombre d'opérations que les gens peuvent faire sans y penser. C'est merveilleux, c'est magnifique, cette constatation. Et avancer justement parce qu'on n'est pas obligé à penser à chaque instant et chacun de nous peut décider quelles sont les choses, les domaines où il vaut la peine pour nous de prêter attention et penser. Et quels sont les domaines, les choses et les dispositifs dans lesquels il vaut mieux l'utilisation comme servitude volontaire sans y penser. C'est une vraie libération. Dans un tel contexte où l'expérience directe est très limitée, où l'accumulation des données finit par être un obstacle, où il n'est plus nécessaire de connaître le fonctionnement des instruments pour les utiliser, la compétence la plus importante est celle de ces spécialistes qui configurent l'information pour la rendre intelligente et en les transformant en savoir. Les informations passées à un certain point, vous le savez parfaitement en tant que bibliothécaire, sont inutiles. Elles doivent être filtrées, triées, et configurées et structurées. Nous sommes exposés à un flux de données et nous retrouvons face à la question de savoir ce qui est important et ce qui peut être simplement ignoré. Les réseaux qui nous fournissent les données ne répondent pas à cette question. Nous avons besoin, pour ne pas nous noyer dans ces flux, des techniques permettant de choisir et de trier les connaissances. L'usage des instruments permettant cette opération est toujours risqué, car nous savons que toute tentative de simplification connaît un point limite au-delà duquel la nécessaire réduction débouche sur une schématisation inacceptable. Mais la nécessité de simplifier le monde de manière intelligente reste notre principal défi. Je sais dire qu'il est aussi le principal défi de la tâche du bibliothécaire du futur. C'est la raison aussi pour laquelle nous pouvons penser que les livres, dont la fonction est de filtrer
et l'information, synthétiser l'information, a encore de vos jours devant lui. Comment faire pour réduire la complexité? Et pourquoi c'est si important? La société de la connaissance est, comme on a tenté de démontrer, plus savante que nous. Cela signifie que l'individu n'est plus, pour ainsi dire, que les goulots étroits de la société de l'information et la connaissance. Nous faisons face à des possibilités de lire, d'écrire, de tenir en compte, de choisir des options, des possibilités si nombreuses qu'ils dépassent désormais nos capacités et le temps dont nous disposons. Cette situation tend à favoriser une sorte de fast-food de la pensée. Et réduire le savoir à l'échelle humaine nécessite des filtres qui opèrent une sélection, qui maîtrisent la complexité en rejetant une certaine quantité d'informations du côté du bruit, c'est-à-dire de ceux dont on ne veut rien savoir. Mais le problème est de réussir à distinguer correctement ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. La complexité de notre monde, qui personne ne parvient plus à embrasser en totalité, nous oblige à des choix contingents et risqués. Dans les flux actuels des données, le plus important est de réduire l'information correctement. Quelles sont les meilleures stratégies face à cet excès de données qui nous menace? Quels objectifs de formation et ces stratégies pourraient-elles me permettre de définir dans une société de la connaissance et de l'innovation? On pourrait le ramener à l'acquisition de deux capacités fondamentales: gérer l'attention et éliminer l'information. C'est les deux choses avec lesquelles je voulais finir cette intervention. D'abord, gérer l'attention. Parce que les êtres humains sont des systèmes qui ne peuvent élaborer l'information que de manière séquentielle et non en parallèle, ils doivent gérer leur attention. Je ne sais pas si en France en Espagne on dit que seulement les femmes peuvent faire des choses en même temps. On le dit. Oui. Je crois que même pas les femmes. Même les femmes ont-elles aussi des limites. Même. Et en règle générale, les limites de traitement en parallèle apparaissent très vite. On ne peut pas répondre au téléphone tout en écrivant un roman. Prêter simultanément attention avec la même intensité à toutes les informations. Il faut sélectionner. Il faut gérer l'attention. L'attention est un bien rare que nous devons gérer de manière adéquate si nous voulons que notre action soit couronnée de succès. Bien gérer l'attention est une tâche particulièrement importante pour ceux qui dans une organisation, ont les charges de, par exemple, maintenir une vision d'ensemble. Il ne s'agit pas de mettre à disposition des décideurs comme des lecteurs davantage d'informations. Ce n'est pas le faire en faveur à partir d'un certain moment de mettre à leur disposition davantage d'informations, mais c'est au contraire d'éviter que leur attention ne se détourne vers ce qui ne vaut pas la peine. Pour bien comprendre cette exigence propre à la société de la connaissance, il faut bien voir qu'agir dans un monde où l'information est rare, qui était vraisemblablement le monde, notre monde quand nous étions étudiants, et n'est pas du tout la même chose qu'agir dans un monde où c'est l'attention qui est rare,
qui est le monde dans lequel nous devons étudier, nous devons enseigner, et le monde de l'université et des bibliothèques à l'heure actuelle, élément où nous devons être conscients que ce qui est rare n'est pas l'information, mais l'attention des lecteurs, des étudiants, et des écrivains, des personnes en général. Les combats contre la complexité prennent souvent la première forme d'élimination d'informations. C'est ça avec lequel je devais conclure. L'art d'oublier, de rejeter l'information a dans ces cas un fondament rationnel. Et il prend chaque jour plus d'importance dans notre société. L'élimination d'informations est inévitable, mais elle peut être faite de manière pertinente et sensée. Dans tous les cas, il faut passer d'une gestion de connaissances pensées comme parfaite et complète à une gestion sélective. C'est bien ce que nous faisons quotidiennement quand nous mettons en place des filtres sélectionnant ce qui est pertinent. En témoignent les affiches apposées sur les boîtes aux lettres pour refuser la publicité. Et pourquoi nous refusons la publicité? Parce que nous n'avons pas le temps de lire. Si on devrait lire la publicité qu'on reçoit tous les jours, je crois qu'il faut dédier à cette tâche une demi-heure, plus ou moins, même 1 heure. On n'a pas le temps. Ou pourquoi souvent nous faisons les choix du menu des jours au restaurant? Parce que le menu des jours est une forme de simplification de l'offre et de simplification de notre décision. Ou les listes abrégées des livres, les listes des livres incontournables proposées aux lecteurs. C'est une façon de réduire la complexité de l'offre, la complexité du monde. Ou les manuels d'instruction abrégés qui nous simplifient le monde. Ils sont des exemples de réduction significative de la complexité qui nous facilitent les choix, en tout cas. Chacun de nous sait que dans son travail, la corbeille à papier est un principe fondamental de toute organisation. Si tu veux savoir si une organisation était intelligente, tu dois étudier comment ils utilisent leur corbeille à papier. Il y a un usage intelligent et un usage qui n'est pas intelligent. Ou, comme le disait le sociologue américain Bateson, la vie sans gomme est impossible. La gomme est fondamentale pour ne pas prêter attention, ne pas garder certains genres de choses. C'est-à-dire les savoirs les plus précieux et les savoirs de ce qu'il n'est pas nécessaire de savoir. C'est les savoirs les plus importants, je le répète, c'est les savoirs ce qui n'est pas nécessaire de savoir. La valeur ajoutée aujourd'hui est la réduction de l'information. Ce que les meilleurs professionnels entre nous font, c'est justement ça. J'ai réduit l'information intelligemment. La mise au point de synthèse et de résumés allant à l'essentiel. Toute destruction d'information comporte évidemment un risque, dans la mesure où la question de savoir si l'information est intéressante ou non doit être tranchée sans aucune certitude. Je termine. Être bien informé signifie, dans notre société de la connaissance, avoir développé une compétence particulière, celle qui consiste à détruire l'information, à ne pas tenir en compte, à oublier.
De cela, les ordinateurs, bien évidemment, sont incapables, comme vous le savez bien. Ils ont tendance à tout conserver. Ils se refusent à oublier, comme en témoigne l'avertissement insistant. Êtes-vous certain de vouloir éliminer ces documents? Oui, mais vous en êtes sûr? Il y a un combat vis-à-vis de l'ordinateur pour détruire effectivement un document. Et si vous, finalement, après ces processus, découvrez que vous savez éliminer un document qui était important, pas de souci. Parce que le document n'est pas vraiment détruit. Et vous pouvez les récupérer, mais même cette information que nous pensions savoir éliminer. Je vais conclure avec ça. Ce qui rend les informations utiles et significatives est cette manière spécifiquement humaine de traiter l'information, l'oubli, qui aurait osé dire que l'oubli est justement la capacité humaine qui nous distingue des machines. Merci pour votre attention. Merci. On a le temps pour un échange, sachant que Thierry Ménissier a réussi à nous rejoindre. Et je l'invite à se mettre aux côtés de Daniel pour ce temps d'échange d'environ une demi-heure. Donc la parole est à vous dans un premier temps. Et il connaît bien mon livre, mes thèses, ma vie et tout ça. Bon, d'abord, veuillez m'excuser du retard. Je pratique, comme tout innovateur, l'improvisation et je cherche la sérendipité. Donc, le pneu avant du vélo crevé, le tram arrêté à cause d'un camion, le train qui part juste devant moi, ça m'a permis de relire les ouvrages de Daniel. Donc, plus que jamais, Daniel, je suis ton principal supporter. J'étais d'ailleurs en train de tweeter une de tes phrases. Voilà. Donc, veuillez m'excuser malgré tout pour ce retard. Moi, j'avais une première question. J'espère que ça lancera d'autres questions dans la salle. Les bibliothécaires de la salle peuvent me contredire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup. Alors, il y a ça à la BML avec l'influx. Il y avait, avant l'influx, il y avait... point d'actu, voilà. Il y a ça dans d'autres bibliothèques. C'est une sorte de travail peut-être de simplification aussi en écrivant des textes autour de certains sujets qui sont d'actualité ou pas d'ailleurs, et qui permettent de faire le lien entre toute cette connaissance énorme qu'il y a dans la bibliothèque ou alors ailleurs, dans Internet, etc. Et moi, la question que je me pose, c'est que cette simplification, qui n'est pas de l'oubli, hein, puisqu'on est dans une nouvelle création, et puis vous avez parlé tout à l'heure des synthèses, ou moi je pense aussi aux bouquins qui disent tout ce qu'il faut lire. Vous savez, les espèces de condensés, les 100 meilleurs livres, voilà, ce genre de trucs. En fait, ça crée de la nouvelle information. Ça alimente aussi ce surplus d'informations et qui fait que, je suis d'accord avec la simplification de l'information, mais je me demande toujours, en fait, quand les bibliothécaires essayent de simplifier l'information, est-ce qu'ils rajoutent quelque chose à l'ensemble des connaissances? Est-ce qu'en gros, l'enjeu, c'est d'occuper l'espace public et d'être une nouvelle autorité en termes de connaissances? Ou, voilà, quels sont les... Enfin, ça a une certaine limite, j'ai l'impression, quoi. Je crois que les gens qui viennent à l'université ou à notre bibliothèque sont très, très différents de nous quand nous étions des étudiants, ce qui était... dans mon cas, c'était les années 70 et 80. Pas moi. Pas loin, pas loin. Oui, oui, dans mon cas, c'était un peu longtemps. Oui, et à cette époque-là, je me souviens très bien qu'il y avait une rareté d'informations.
Et c'était difficile de trouver certains livres, certaines informations. Et on pourrait dire, j'ai tous les documents, j'ai lu tout pour faire un travail de doctorat, par exemple. J'ai lu toute l'information. Et notre travail comme étudiant, et le travail de notre directeur de thèse, par exemple, était le travail de ne pas oublier ce qui était important, de lire tout, d'avoir tout. La donnée a radicalement changé. Et même nous avons des gens qui, en face qui sont sous la séduction, qu'ils sont d'accès direct à l'information, parce que bien évidemment, il y a des instruments, des dispositifs qui permettent l'accès direct. Mais je crois que nous devons être conscients que le problème de ces gens est la désorientation. Et que toute simplification significative est en faveur qu'on le fait. Et je me souviens d'une personne qui me disait, qui voulait faire la thèse de doctorat, le travail de doctorat avec moi, et quand je lui demandais si elle avait commencé à écrire, elle me disait toujours non, je n'ai pas commencé parce qu'il me reste encore à lire quelques documents, quelques livres. Hein. Elle n'a pas même commencé. C'est-à-dire, la décision de commencer à faire des choses sans l'information complète est une décision risquée, mais c'est une décision vis-à-vis nous sommes quotidiennement. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est pas grave si on continue d'alimenter cette société de l'information, cet accès de l'information, à condition qu'on se mette aussi dans une position d'être capable de créer et de produire de l'information à son tour, quoi. Oui, oui. Je crois que toutes les professions qui représentent, dans notre monde, qui représentent une certaine médiation entre les individus, les savoirs, ou l'esprit, ou Dieu, sont en crise actuellement. Parce que la séduction à l'heure actuelle est l'accès direct, sans médiation, à n'importe quel produit. Et toutes les professions qui représentent une certaine médiation sont en crise. Les professeurs, parce que les étudiants ont accès direct à l'information, et les prêtres, parce que personne ne peut se rapporter directement avec Dieu sans nécessité d'une médiation. Les médecins, parce que quand nous allons à la consultation des médecins, nous savons déjà ce que nous voulons, ce que nous savons parce que nous avons cherché sur Google, etc. Et toute médiation, ça c'est une séduction, ce n'est pas la réalité, mais tout métier qui représente une médiation doit faire valoir, mettre en évidence la valeur de sa médiation. Sinon, nous n'avons pas de futur en tant que professeur, en tant que bibliothécaire, si nous ne sommes pas capables de mettre en évidence que notre médiation est une médiation qui ajoute valeur à processus de formation. Oui, pour ma part, j'ajouterais cette belle réponse suite à cette magnifique question, que la question, c'est celle de l'autorité, en effet, comme vous l'avez bien suggéré. Je viens de relire donc la traduction française du livre de Daniel, hein, Démocratie et société de la connaissance. J'ouvre une parenthèse, hein, nous avons traduit ce livre aux presses universitaires de Grenoble, ce qui est un acte éditorial fort pour une maison d'édition régionale. Et merci encore, Daniel. Vraiment, c'est un livre qui mérite d'être lu et relu. Et je viens de le relire justement cette semaine. Et je trouve que dans ton ouvrage, il y a vraiment la perspective ouverte tout de même autrefois par Kant dans qu'est-ce que les Lumières et aussi qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, qui, en pleine construction de la modernité, se demandait qu'est-ce que c'est finalement qu'un jugement autonome, critique et réflexif. Plus que jamais, donc, la question est posée. Et notre modernité affolée, c'est bien le mot, doit réinventer ces médiations qui font autorité. Et le problème, c'est que ces médiations qui font autorité, elles sont devenues, disons, plus invisibles. Il y a un processus, non pas de disparition, mais d'invisibilisation, lié effectivement à l'essor d'une information, éclairée d'ailleurs.
Donc nous sommes en situation peut-être de pouvoir tous être des autorités. Je ne plaisante pas, hein, en tant que professeur d'université, je crois à cela, au sens où notre travail consiste aussi à faire naître des autorités parmi nos doctorants. Et j'ai le cas aussi d'une doctorante dans l'école doctorale que j'anime, qui est en 9e année et qui n'arrive pas à terminer. Parce qu'elle correspond dans son logiciel embarqué à une forme ancienne. Elle ne s'autorise pas à devenir docteur, alors qu'on a des étudiants moins brillants qui s'autorisent à prendre position de manière très autoritaire. Et je crois que ce que disait Hannah Arendt sur la notion d'autorité, vous savez, qui consiste à être grandi, hein, et grandir soi-même ceux qu'on investit de l'autorité, et plus que jamais, hein, Arendt, qui était kantienne sur ce point, plus que jamais importante. Et quand on publie, pour répondre vraiment à votre question et renchérir sur ce que dit Daniel, quand on publie telle ou telle information dans le flot général, je crois que c'est une question qu'on doit se demander. On doit se poser la question, en vertu de notre pouvoir critique, je suis en train de lancer quelque chose qui va agréger des opinions, qui va faire mouvement pour une action. Il y a une réalité de l'information et plus que jamais, je crois, le jugement critique est requis au moment d'utiliser les nouveaux médias, en se disant, voilà, si j'écris, c'est aussi que je veux créer ce mouvement d'autorité. Alors moi, je suis pour que tout le monde soit en compétence de faire ça, mais précisément, sans doute faut-il, avec les compétences modernes, réinventer des compétences contemporaines, tourner vers l'auto-évaluation de l'effet de ce qu'on fait. Par exemple, les sciences de l'information et de la communication, par exemple, devraient être ajoutées à tout cursus scolaire et universitaire, de ce fait. Il me semble que la situation contemporaine est celle de l'usage d'outils dont nous ne maîtrisons pas les effets. Et vous voyez, la réflexivité, elle est d'abord technique. Ce que j'aime bien dans les ouvrages de Daniel, le dernier comme les précédents, c'est une capacité d'intégrer à la pensée démocratique et à la philosophie politique une réflexion très approfondie sur les outils. Le rapport entre outils et compétences, hein, je crois que c'est ça le point. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous n'êtes pas obligé de parler de Kant, hein? Non, mais ne vous laissez pas impressionner par les autorités, c'est ce que vient de dire Daniel. Bonjour, Frédéric Bayrou. Il y a une idée qui m'est venue comme ça, c'est que on a eu un glissement, une sécularisation du monde avec on est passé d'une conception métaphysique, religieuse, à une forme de matérialisme, d'abord avec Marx en Occident, avec l'économique, le sociétal, qui remplace un peu quelque part le religieux. Et là, ce qui me semble assez curieux dans tout ce que vous disiez, c'est que on est dans un monde tellement complexe que quelque part, il relève de la métaphysique et on a des autorités, des experts à qui on fait confiance, comme avant on avait quelque part la scolastique et les prêtres pour interpréter pour nous le monde. Au départ, on a pensé que cette sécularisation de la société simplifiait les choses, nous libérait, et ça crée finalement une autre forme d'aliénation, une nouvelle forme de mystique et de métaphysique. Voilà, c'est l'idée qui m'avait traversé la tête pendant votre intervention. On ne peut pas vivre sans déléguer, sans autoriser autrui et sans concéder autorité à des personnes qui nous méritent la confiance. Si nous étions d'être sans capacité de déléguer, de faire confiance, et nous vivrions dans un monde très petit. Nous n'élisions pas les journaux, nous n'achèterons rien, nous construirons notre propre véhicule. Nous vivrions dans un monde étroit. Et la question n'est pas si on a confiance à des experts ou pas, mais si cette confiance peut être
à son tour, construit d'une manière démocratique, critique. Mais en tout cas, il y a des autorités à la société contemporaine. Il n'est pas vrai que la déconstruction des autorités qui a en effet eu lieu dans la société contemporaine, et cette déconstruction des autorités a été remplacée par des autorités nouvelles. Il y a des autorités dans les réseaux sociaux, il y a des autorités dans l'opinion publique, il y a dans le monde économique. La question est que cette autorité doit être gérée d'une manière rationnelle et démocratique, ce qui nous rend à nous-mêmes capables de juger si cette autorité mérite être prise en compte ou pas. Mais là, le choix n'est pas entre autorité et un monde sans autorité, mais autorité irrationnelle et autorité qui est rationnelle, justifiée du point de vue démocratique. Alors, si vous me permettez, je crois que ce thème de la sécularisation, il est en effet crucial. Sauf que j'ajouterais à votre point de vue, dans le cadre même de ce que vous évoquez, qu'en fait, l'autorité de la science n'est pas totalement la même chose que l'autorité de la religion. La raison et la foi ne sont pas les mêmes modes de connaissance, n'impliquent pas le même rapport au monde. Ce qui fait que quand on utilise l'expression, si je surfe un peu sur ce que vous dites, de mystique de l'expertise, ce n'est qu'une expression métaphorique. Pascal dirait, en fait, un autre grand philosophe, excusez-moi, qu'on raisonne hors d'ordre. Il y a des ordres, l'ordre de la foi, l'ordre de la raison. Mystique de l'autorité, en effet, en tant que nous aurions peut-être confiance, mauvaise habitude, de demander à la science d'être une sorte de religion. Ce qu'elle a prétendu être de temps en temps, sous l'effet parfois d'un positivisme débridé. En revanche, le problème, c'est que la sécularisation est très anxiogène. C'est un processus très anxiogène. La science nous dit quoi? Que nous sommes composés d'atomes, et on ne sait pas pourquoi. Que nous sommes dans une banlieue de l'univers. Et quiconque regarde la Voie lactée se rend bien compte qu'on l'est. La science nous révèle nos limites, notre finitude. Elle ne nous renseigne pas sur le pourquoi, seulement sur le comment. Et elle le fait à sa manière, avec vertu. Bon, vous voyez, mystique de l'expertise, mais c'est nous qui allons chercher une mystique de l'expertise. Je crois que ce qui manque, c'est une philosophie pour aujourd'hui, sachant que la philosophie, elle, a prétendu apaiser l'humain sur les finalités de son existence. Vous voyez, le couple science-philosophie, à l'époque moderne, a essayé de contrebalancer ce que voulait faire la religion à elle seule, assurer la connaissance et le salut. Alors, vous voyez, plus que jamais, il est important d'entendre, je crois, des philosophes qui prennent position sur ces questions de savoir, dans la mesure où, à côté du savoir, il doit y avoir une dimension éthique et politique, une réflexion sur les valeurs et les finalités, qui nous permet d'être moins anxieux. Parce que la sécularisation, être moderne, c'est angoissant. Voilà. Qu'on le veuille ou non, être moderne, c'est angoissant. D'où, sans doute, la tentation de se rassurer à moindre frais par du revivalisme religieux, par moment. Il faut tenir bon sur l'ambition de la modernité grâce, je crois, à la science et à la philosophie critique qui, justement, nous demande toujours comme dit Daniel, de nuancer notre confiance, de l'accorder, mais aussi de la nuancer, la confiance aux autorités. Oui, pour en revenir au métier de bibliothécaire et à la thématique de la journée, est-ce qu'on doit penser, à la suite de ce que vous nous avez proposé, qu'un citoyen, un bon citoyen, c'est un citoyen qui est bien informé, mais aussi bien désinformé, et que notre métier devrait consister, donc, puisque nous pratiquons ce système de la sélection et de la réduction de la complexité, à bien mettre en avant ce qui doit être éliminé. Et donc à publier les listes de ce qu'il faut éviter et de ce qu'il ne faut pas lire. Donc les coups de cœur et les coups de haine, je ne sais pas, ou d'élimination. Oui, ça dépend de la nature de votre bibliothèque, de votre métier, les postes. Mais toutes les bibliothèques du monde éliminent l'information.
éliminent des informations. Vous gérez une certaine disposition des livres. Vous faites une exposition de nouveautés. Et vous rédigez souvent une liste de recommandations à propos d'une question qui est importante. Vous êtes toujours en faisant ce que les fascistes ont fait, d'éliminer l'information, de brûler les bibliothèques, mais d'une manière démocratique. En disposant d'une manière critique et raisonnée une information devant d'autres et en distinguant la vraie information du bruit, parce qu'il y a des bruits dans le monde des livres, presque tout est des bruits, et dans le monde de Google et des documentations, presque tout est bruit. Et cette discrimination intelligente et démocratique et autorisée est plus pertinente que jamais.